Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de détournements étranges. D'abord, il faut savoir que l'objet traverse la tradition picturale occidentale depuis l'Antiquité. Mais c'est au cours du XVIe siècle que la représentation de l'objet inanimé va lui devenir un genre à part entière, notamment celui de la nature morte. L'objet, ou plutôt des fragments d'objets réels, vont alors envahir la représentation. Mais c'est à partir de 1913 que l'objet va réellement envahir le monde réel. Il va être détourné, il va être transformé, accumulé, au travers de différents assemblages, tous plus surprenants les uns que les autres. On peut penser, par exemple dans la culture populaire, à des objets qui vont changer de fonction, comme par exemple dans la science-fiction ou la fantasy. Les arbres de Valinor dans le Silmarillion, qui deviennent alors des phares de lumière qui vont illuminer le monde. Mais revenons d'abord à l'histoire de l'art. Car l'art au XXe siècle n'est pas sans faire référence aux premières civilisations. L'objet étant toujours présent depuis les premières représentations picturales. Par exemple, Pablo Picasso y fait référence dans son œuvre La tête de taureau. Celui-ci nous dit d'ailleurs « Ce n'est pas mal, hein ? Ça me plaît. Voilà ce qu'il faudrait. Je jetterai le taureau par la fenêtre, les gosses qui jouent en bas le ramasseraient. Un gosse n'aurait pas de selle, pas de guidon, il en compléterait son vélo. Quand je descendrais, le taureau serait redevenu un vélo. » Car, évidemment, dans l'œuvre Tête de taureau de Picasso, on peut rapidement identifier le mufle avec ses cornes, ce qui justifie le titre de l'œuvre, Une tête de taureau. Telles les bêtes d'animaux empaillés, qui sont représentées comme des trophées de chasse. Cette tête de taureau est, elle, réalisée avec une selle de vélo en cuir ainsi qu'un guidon en métal. Et Picasso a tout simplement assemblé ces deux objets de la vie courante en les fixant à un écrou. Car l'idée de Picasso, c'était que cette métamorphose en taureau soit réversible justement, et qu'il puisse à tout moment redevenir selle et guidon. La forme des objets d'origine n'est ici pas importante, leur fonction d'origine n'est pas du tout prise en compte par Picasso. Un guidon n'est guidon que si on lui donne cette fonction, mais il peut représenter beaucoup d'autres choses. Le travail de Picasso reste toutefois humoristique et peut être rapproché du travail de l'artiste Marcel Duchamp et de ses ready-made. La forme de cette tête provient également de l'évocation d'un animal emblématique de l'imaginaire espagnol, le taureau, qui est aussi présent dans la mythologie grecque avec la présence du Minotaure. L'assemblage de cette créature n'est pas aussi sans évoquer les différentes peintures que l'on peut retrouver dans les grottes de Lascaux et Chauvet ou encore sur les céramiques de l'Antiquité. Du XXe siècle à nos jours. En 1913, Marcel Duchamp expose une sculpture qu'il appelle roue de bicyclette. Deux objets du quotidien sont assemblés et collés l'un à l'autre par l'artiste. Une roue de bicyclette et un tabouret. Ils ont perdu leur fonction d'origine, détournés pour composer une sculpture d'un type nouveau. La roue est disposée en l'air et peut tourner sur elle-même. C'est une œuvre alors cinétique, puisqu'elle est en mouvement. Le tabouret, lui, est bien stable, en contrepoint, et sert de socle à cette roue. Marcel Duchamp se réclame alors proche d'une même expression que celle de Léonard de Vinci, qui définissait lui la peinture comme une chose mentale. De Vinci projetant son mental au travers de nombreux croquis préparatoires. Les ready-made, objets choisis ou composés par Marcel Duchamp à partir de 1914, constituent, selon André Breton, les premiers objets surréalistes. L'objet surréaliste est alors le fruit du collage d'objets, des plus inattendus, issus de la rencontre de deux réalités différentes. L'effet recherché est avant tout la surprise, l'étonnement, le dépaysement, comme celui provoqué par l'irruption du rêve dans la réalité, et l'association d'objets se faisant au nom de la libre association de mots ou d'idées, qui domine l'activité inconsciente, et en particulier l'activité onirique, celle du rêve. Par exemple, Man Ray, avec Objet à détruire, propose un objet surréaliste, le métronome qui ne scande plus le temps, devient alors un objet empêché. Il lui fait perdre sa fonction. Il avait fait la même chose en 1921 avec Cadeau, un fer à repasser, sur la base duquel il avait ajouté 14 clous, qui en rendaient impossible la fonction. Le métronome est alors rendu, lui, silencieux, immobile. Il se part du collage incongru d'un œil et d'une étiquette qui détourne l'objet originaire et
introduisent vers d'autres espaces, évoquant les images de rêves ou de créatures. Dans une même démarche, Salvador Dali réalise le téléphone Homard, qui donne à voir un imposant crustacé trônant en lieu et place des traditionnels combinés téléphoniques. Salvador Dali expliquait d'ailleurs malicieusement à ceux qui cherchent à comprendre l'œuvre de celui-ci: « Je n'ai jamais compris pourquoi, lorsque je demandais un homard grillé au restaurant, on m'amenait pas un téléphone cuisinier. » Nous avons aussi, dans une démarche presque similaire, le travail de Meret Oppenheim, qui réalise en 1936 le déjeuner en fourrure. Il s'agit ici d'une tasse réelle, une soucoupe et une petite cuillère recouverte de fourrure de gazelle chinoise, marouflée sur la matière, de sorte que la céramique disparaisse complètement. Ici, la fonctionnalité de l'œuvre a disparu au profit de son aspect plastique. La couleur beige de la fourrure animale et sa texture mouchetée créent alors une référence naturelle et sauvage qui crée une contradiction visuelle avec la forme industrielle, usinée de la tasse. Ce qui amusait particulièrement Oppenheim, c'était d'ailleurs ce contraste porcelaine-fourrure. Car cet objet de la vie courante devient alors inutilisable. Il a perdu sa signification première, et nous le voyons à présent comme un simple objet artistique qui trouve sa place dans un musée. Comme beaucoup d'œuvres surréalistes, cette création est non seulement visuellement attrayante, mais elle invite également à piéger le spectateur par le toucher. Par exemple, Victor Bronner propose une œuvre assez similaire avec l'outable. La table, qui est un objet familier, réconfortant. Il est lié au repas, à l'élément nourricier, à la source de vie, mais se retrouve ici dans son contraire, en se métamorphosant en un animal agressif et dévorant. Le mot loup, contenu lui dans le titre, évoque les contes pour enfants et les peurs de monstres nocturnes. Néanmoins, c'est un renard que ce curieux assemblage nous présente. Orozco Gabriel, avec Ping Pong Table, propose lui une table de ping-pong qu'il va modifier, avec des nénuphars, de la terre, des pierres et de l'eau. Ce sont deux tables qui, au bord arrondi, sont reliées par une mare centrale, qui remplace le filet, et va alors compliquer le jeu. Le titre de cette œuvre est un jeu de mots entre ping-pong et pound, qui veut dire mare. Il mélange ainsi le jeu et le bassin au lotus, un symbole bouddhiste de l'univers. Cette œuvre de l'artiste Gabriel Orozco s'apparente alors à une table de ping-pong sans tout à fait s'y conformer. Elle figure au centre d'un espace d'exposition sans que les limites usuelles qui séparent une œuvre exposée des zones de circulation ne soient signalées. L'œuvre peut donc être prise a priori pour ce qu'elle n'est pas, à savoir une table de ping-pong. Mais pour qui est un peu habitué à circuler dans les musées d'art moderne et contemporain, le fait de voir une œuvre posée à même au sol, sans socle, sans estrade de présentation, ni démarcation de sécurité, c'est une chose qui est devenue assez courante, puisque ça appartient alors à la famille de la sculpture, par l'affirmation de son volume, mais qui relève aussi de la pratique de l'installation, par sa capacité à mettre en scène des éléments multiples qui vont être ensemble dans un même espace. Ping Pong Table est un exemple qui, par le biais d'une apparente légèreté sur le mode ludique, offre l'occasion de repenser les différentes potentialités qui agissent et suscitent une œuvre, mais aussi de l'objet et de sa fonction, qui même sans modification perd son statut d'objet de par sa présence dans l'espace d'exposition. Puisqu'il est une œuvre, il n'est plus un objet, il est un objet d'art. Par exemple, comme le travail autour de l'objet chaise de Joseph Kosuth dans One and Three Chairs, un objet d'usage courant, une chaise en bois, toute simple, qui est montrée dans sa définition issue du dictionnaire et d'une photographie de celle-ci à l'échelle 1. L'installation expose alors 3 représentations d'une même chose, 3 approches distinctes de la réalité d'un même objet. L'ensemble dépasse ainsi l'objet pour approcher le concept, une chaise idéale. La forme de l'objet réside dans la multiplication de cette représentation d'une chose sous différentes formes. L'idée prévaut alors sur l'objet. L'objet devient une œuvre dans l'espace d'exposition. Restez créatifs. Au revoir.